trouvait aussi que B2B Quotes, c'était limitatif à Quotes, qui est soumission. On voulait s'en aller de là pour être plus un outil, un accompagnateur technologique aussi, puis pas avoir de limitation. Fait que c'est pour cette raison-là, après plusieurs mois avec des agences marketing qui nous ont aidés pour le rebrand puis tout ça, qu'on est allé, au départ, on voulait Darwin. On aimait ça, l'évolution des entreprises, tout ça, puis ça nous rejoignait. Mais darwin.com, .ca, .io, etc., c'était impossible à avoir. Il coûtait 400 000. Ouais, mais on a offert 100 000 US pour darwin.com, puis ils n'ont rien voulu savoir. Ils nous ont même pas daigné nous retourner rien. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de creuser les ménages un peu plus. Puis finalement, on aimait beaucoup Hello Darwin, parce que Hello, ça fait un rappel sur l'humain dans l'équation. Darwin, l'évolution des entreprises. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec ça, puis ça a coûté 2000$ au lieu de 100 000. Bonjour, bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a Mathieu Plante, propriétaire de l'entreprise Hello Darwin. Le titre de l'épisode aujourd'hui s'appelle « L'histoire derrière Hello Darwin, comment trouver le bon partenaire de service ». Premier épisode, vidéo enregistrée, donc on nous voit là, on nous voit la caméra là-bas, la grosse là-bas. Hey, le podcast a monté d'un cran, puis on a l'invité parfait pour parler de ça aujourd'hui, de monter d'un cran, de gravir les échelons dans le milieu de la business mondiale. Mathieu Plante. Rien de moins. Rien de moins. Mathieu Plante, bonjour, bienvenue chez nous. Salut JP, un grand plaisir d'être ici. Ça fait longtemps qu'on collabore d'ailleurs, on va pouvoir en parler. Ouais, exact. Bien content de t'avoir aujourd'hui. Mathieu, tu es le propriétaire, cofondateur de Hello Darwin, qui ne s'appelait pas Hello Darwin il n'y a pas si longtemps. Exact. Donc aujourd'hui, on va regarder quelques différents trucs. On va regarder ton background entrepreneurial. On va parler de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce qui vous a rendu jusque-là aujourd'hui? Puis on va prendre un petit peu de temps aussi de décortiquer c'est quoi Hello Darwin. On a votre beau site web. Ouais. Si tu veux juste en arrière de nous. Parce que c'est quand même, on va se le dire, assez intéressant pour une business qui est à la recherche de partenaires de service. Mais bref, on va s'en tenir juste là. Mathieu, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a lancé dans le milieu de l'entrepreneuriat? Comment tu t'es rendu à bâtir l'entreprise à laquelle vous êtes aujourd'hui? Fait que, comme on dit, run up to speed là-dessus. Ça va me faire vraiment plaisir, mais la première chose que j'aimerais faire avec toi, JP, c'est juste que tout le monde voit qu'il y a Nick avec nous. Nick, c'est lui, l'homme de l'ombre qui est là aujourd'hui avec la vidéo. Nick, tu peux juste venir dire un petit bonjour. Bonsoir! Voilà. Fait que Nick et JP qui sont devenus deux bons amis. Fait que, dans le fond, j'ai toujours eu des business toute ma vie. Depuis que je peux m'en rappeler, ça a commencé avec la peinture étudiante, avec Qualité étudiante d'ailleurs, qui était à une rue d'ici, le siège social. 2 rues, ouais, exact, en arrière de nous autres. Ouais, fait que de fil en aiguille, peinture étudiante pendant quelques années. Après ça, j'ai coaché des franchisés qui, eux, à leur tour, ont eu des franchises aussi, avec les rouages de leur entreprise, comment faire du porte-à-porte pour avoir des contrats, comment produire des clients, comment faire son marketing, sa comptabilité, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai eu d'autres projets, certains qui ont très bien fonctionné, d'autres qui ont vraiment moins bien fonctionné. Je pense entre autres à notre business de voyage qui s'appelait Go Epic après avoir fait la peinture avec deux des personnes qui étaient vraiment super bonnes dans ce... Michel Jourdouin qui est aujourd'hui mon associé aussi du départ, puis François Lacombe. Puis finalement, ça l'a coûté très cher cette année-là, mais on a eu beaucoup de plaisir. C'était l'année épique, comme on dit. Exact. On a fait comme des voyages, 50 personnes à Tomorrowland en avion. On avait les billets pour le Canada. On a fait 100 personnes réaliser des moitiés d'avion pour aller à Cuba, des choses comme ça. Quand même. Ouais. Ça devait être une période assez party, mettons. Ouais, c'était vraiment le fun, mais aussi beaucoup d'apprentissage, je veux pas. Autant avec la peinture qu'avec ça. Puis après ça, il y en a eu plein d'autres. Fait que des business d'ordinateur, après ça, la crypto, l'immobilier, etc. Fait que on pourrait dire un entrepreneur dans l'ombre. Ouais, parce que c'est ça, t'as de l'immobilier aussi, t'as quand même plusieurs trucs là, à toi. Là. T'as pas juste Hello Darwin là, qui... en fait, ça prend tout ton temps, mais t'as d'autres trucs on the side. Là. Ouais, je dirais Hello Darwin, c'est vraiment où est-ce que je mets 90% de mon temps depuis les 4 dernières années. Mais j'ai eu l'immobilier aussi que j'ai commencé en 2015 avec ma conjointe. C'est comme les deux projets, si on veut, mis à part mes deux petites filles. Nice! Ouais, ça fait une vie quand même assez chargée bien assez occupée. Puis à travers ça, tu réussis à gamer à moi puis avec Nick le soir très tard. Le plus possible, exact. Après 8 heures, c'est mon temps personnel ou avec ma blonde. Ouais. Fait que là, toutes les fois qu'on game ensemble, vous volez le temps de ma blonde. Exact. La chaque fois qu'on se voit sur Internet, c'est que t'es pas avec ta blonde. Fait que c'est ça. C'est ça. Tu fais des choix, c'est bon, ça, on aime ça. Écoute, Hello Darwin. Justement, là, on va en parler un petit peu plus juste, du background de ça. Comment t'es venu à partir de ça? Parce que c'est quand même un projet d'une association entre deux individus. Là, puis, peut-être je vous ai expliqué un petit peu là, comment t'es arrivé avec l'idée ou en fait le truc pour ramener ça live sur le marché qui anciennement était... B2B Quotes. Exact. Ou B2B Cote. Ouais, B2B Cote.
Ouais, ben en fait, c'est drôle parce que tantôt j'ai parlé de la compagnie de voyage qui a mal fonctionné. Fait que, après ça, je devais 50 000 en début vingtaine à mon associé Michel puis François. Fait que pour ça, ben en fait, il fallait que je les rembourse. Fait que je suis allé travailler en agence marketing web. Il y en a qui peut-être la connaissent. Je sais que vous la connaissiez. C'était Combustible qui maintenant ont vendu. Puis j'étais au développement des affaires. Puis deux choses. D'un, c'était super difficile de trouver des décisionnaires d'entreprise qui avaient des vrais projets, que c'était le bon timing, le bon fit, tout ça. Puis, tu sais, on ratissait large avec les courriels, avec AdWords, tout ça. Puis, c'était pas tout le temps le fit parfait. Fait qu'il y avait définitivement un besoin du côté des agences. Pour moi, c'était comme le no-brainer. Puis, de l'autre côté, c'était vraiment tough pour les clients de savoir par où commencer quand il y avait des projets web, des projets marketing. Puis souvent, c'était des projets d'envergure. Puis tu sais, pour des petites PME, 10 000, 30 000, 50 000, c'est des gros projets. C'est comme un projet pour l'année ou pour les 2 ans, tout ça. Puis, on a regardé les stats, même on allait dans des conventions avec Google, puis c'était comme 50% des clients qui churnaient, c'est-à-dire que, mettons, 50% des clients qu'on signait au début de l'année qui n'étaient plus nécessairement avec nous à la fin de l'année. C'est quand même assez élevé, là. Alors, pour moi, c'était complètement aberrant. Puis c'était comme, imagine, puis pour avoir eu des business avant aussi, c'était comme, imagine le temps, le cash qui est gaspillé pour ça, puis qui doivent recommencer. Fait que c'est comme, je pense que je vais dédier ma vie à régler ce problème-là. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Fait que pendant que je faisais ça, en même temps, moi, j'ai la personne que je remboursais les dettes, Michel, qui est parti soumission-rénovation. Fait que soumission-rénovation, certains doivent connaître un peu c'est quoi. Qui est rendu super gros et est très populaire aujourd'hui, là. Ouais, ben en fait, c'est un peu le même principe qu'Hello Darwin, mais à la place d'être pour le web, le marketing, puis les entreprises, le B2B, ben c'est pour la rénovation. Fait que lui, il roule sa bosse, ça fait maintenant près de 8 ans, puis ça allait super bien. Puis à un moment donné, moi, j'ai fini de le payer, puis je dis, ben Mitch, je travaille en agence, je vois qu'il y aurait clairement un bon besoin pour ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dis qu'on se repart en affaires ensemble, tout ça? C'est dit, je veux pas que tu me doives encore 50 000, fait que non, merci. Non. Tout de suite, il a dit, ben non, il savait que je l'avais payé, tout ça. On a toujours eu vraiment un grand respect, puis on connaît nos forces, puis tout ça. Fait que tout de suite, il a dit, oui, c'est bon, 50-50, ça marche avec toi. Puis moi, je te fournis la tech. Fait que toute la plateforme qu'il avait développée pendant déjà, ça faisait 3 ans à ce moment-là. Puis au début, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment juste copié-collé le site. On n'a même pas changé les couleurs, on a juste changé l'écriture. Puis on voulait juste valider si ça fonctionnait, puis c'est comme ça qu'on est parti. Puis comment vous avez justement fait pour valider ça? Parce que, tu sais, souvent, j'ai lu, en fait, et je vais dire, même écouté là, le livre de Eric Ries, là, The Lean Startup, qui est un excellent livre là, sur comment faire un go-to-market avec un MVP, qui est un Minimum Viable Product. Tu sais, justement, comment tu dis, je vais faire mon MVP, je vais prendre mon produit que je vais rendre sur le marché le plus rapidement possible pour faire une preuve de validation? Parce que c'est dispendieux aujourd'hui à cause de la pub Facebook qui rend cher, Google AdWords, Google Ads, en fait, qui est rendu encore plus cher. Fait comment tu fais pour valider ça? C'est quoi un peu les enjeux que tu as vus, puis comment vous avez fait pour justement faire cette validation-là? Mais je pense qu'on avait la chance d'avoir 2 affaires qui avaient été semi-validées avant. Fait que soumission-rénovation, le modèle avait déjà été validé. Fait que tu sais, le risque... de mettre en relation 2 personnes. Exact, puis la tech, puis tout ça. Parce que ça, c'est quand même un gros risque au départ, tu sais, de développer ça pour après voir si ça fonctionne. C'est un gros bet, tu sais. Fait que ça, c'en était un. Puis l'autre, ben moi, je l'avais vécu en tant qu'entrepreneur pour chercher des fournisseurs, puis je l'avais vécu en tant que rep d'agence en développement des affaires. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait un besoin là. Fait que la première étape, ça a été moi qui prends le téléphone puis qui va chercher les premiers 500 fournisseurs, dont Rablab en 2017. On était quand même dans les 50 premiers, je te dirais. Là, exactement. Puis après ça, ben une fois qu'on les avait, c'était de dire hey, inquiétez-vous pas, il va y avoir des projets qui vont arriver à un moment donné, on sait pas quand, mais ça s'en vient. Puis il n'y en avait aucun au début. Là. Exactement. Fait que... Mais la beauté qu'on avait trouvée aussi, c'est de faire un modèle d'affaires qui n'avait pas de friction. Fait que pour vous inscrire, c'était gratuit, mais ça l'est toujours d'ailleurs. Puis après ça, ben, vous prenez juste des projets au fur et à mesure que vous les voyez. Fait que c'est un peu ça qu'on s'est dit. Fait que même si, vu qu'ils n'ont pas besoin de payer, ben, ils vont rester là. Puis quand il y aura des projets, ben, tant mieux, puis ils pourront les regarder. Puis après ça, ben, c'était d'aller chercher des projets au compte-gouttes. Fait que au début, c'était ça peut être un peu sur Facebook, ça peut être par nos réseaux, ça peut être par AdWords, mais avec des très petits budgets au départ. Juste par des courriels, LinkedIn, etc. Puis là, ben, de fil en aiguille, on a basé sur ça avec des partenariats, etc. Puis là, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. C'est cool. Puis justement, comment vous avez fait pour garder le monde, je te dirais, intéressé et motivé de rester sur la plateforme? Parce que moi, j'ai ma raison derrière ça, puis je pourrais l'expliquer, mais on s'entend, il y avait quand même beaucoup de fournisseurs, puis c'est tout le temps ça qu'on dit souvent aux clients, tu sais, c'est la poule ou l'œuf, là. Tu
tu n'as pas la base de clients qui mettent des projets sur la plateforme, mais tu as la base de clients fournisseurs qui sont sur la plateforme. Ouais. Tu as besoin d'un pour avoir l'autre, mais si l'autre fonctionne pas puis que tu n'attires pas de gens qui mettent des projets, ben là, les fournisseurs vont se tanner. Fait comment vous avez réussi pour garder ce monde-là en haleine ou excité? C'est juste le fait que c'était gratuit ou... Ben, c'était vraiment d'aller chercher les fournisseurs en premier. Parce qu'on s'est dit, admettons qu'on a des fournisseurs sur la plateforme qui ont de projets, de leur budget, de leurs services, de leur zone géographique, etc. tout de suite. Ben, vu qu'ils n'ont pas besoin de payer, ça leur fait rien, puis ils ne reçoivent pas de courriel de nous ou quoi que ce soit, ils vont juste en recevoir quand ça va être des projets pertinents. Ouais. De l'autre côté, un client qui dépose son projet, l'expérience est vraiment nulle s'il ne réussit pas à avoir aucun fournisseur. Ou ça prend une éternité. Là. Ou en voulant dire, tu sais, fait que pour nous, c'était un no-brainer de commencer avec les fournisseurs. Puis une fois qu'on les avait, ben là, après ça, quand tu as des beaux projets, tu as les fournisseurs. Ça fait que c'est un peu comme ça qu'on l'a fait. Puis, j'ai envie tout de suite de tomber, tu sais, on s'était dit, on peut-être scinder ça en deux, un peu plus le background de entrepreneurial, puis ça, puis l'autre plus sur Hello Darwin, mais j'ai envie d'en parler justement un peu plus en détail de la plateforme. Ça s'appelait B2B Quote. Quand vous l'avez démarré, Ouais. vous avez pris une liste de fournisseurs, vous l'avez comme tout, je vais dire, morcelé pour que ça puisse fonctionner, mettre les gens en relation. Mais comment vous avez fait pour aller chercher des gens? Parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de possibilités, autant en marketing web que là, vous avez du design web, la conception de site web, du multimédia, de la photo, du design juste normal. Fait, comment vous avez fait pour dire, OK, on va se focusser à tel endroit ou focusser à tel endroit? Parce que tu sais, c'est comme tu sais du shotgun, puis à un moment donné, tu essaies de frapper quelqu'un. Fait, comment vous avez fait pour aller sélectionner les bonnes opportunités? C'est vraiment une bonne question. Est-ce qu'on parle là au niveau des fournisseurs ou au niveau des entreprises? Au niveau des entreprises, parce que là, tu as acquis ta base de fournisseurs, Ouais. tu t'es dit, je vais m'en prendre plusieurs centaines. Je me souviens, il y en avait beaucoup. Puis plus en plus que je parlais à du monde, je disais, hey, tu entends ça, B2B Quote? Tu voyais que le mot se passait Ouais. à travers le monde. Positif et moins positif, parce qu'il y en a qui disaient, hey, ils sont gossins, ils vont sur Facebook, puis ils font des groupes d'entrepreneurs, puis ils ramassent tous les projets inimaginables. Mais bref, comment vous avez fait pour aller chercher la liste de clientèle pour rattacher ça aux fournisseurs? Ben, je pense qu'au début, c'est un peu de partir la roue, de partir la boule de neige. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ben, c'est du travail de bras. C'est-à-dire, tu sais, de l'huile de bras. Fait que, à être partout le plus possible. Puis même si des fois, c'était un peu beaucoup. En même temps, tu sais, on a fait beaucoup de trade shows. À un moment donné, on faisait un trade show par mois pour donner une idée. Des trade shows, c'est des salons, là, des foires ou tout ça. On avait comme une vingtaine, on a toujours, là, mais mettons une vingtaine de canaux d'acquisition. Fait que, tu sais, il y a du AdWords, il y a du Facebook, il y a des références, il y a des clients qui reviennent. On a des programmes d'affiliation avec les fournisseurs qui peuvent toujours, en fait, nous envoyer des clients qui peuvent pas nécessairement servir, soit faute de budget ou sinon parce que c'est plus nécessairement dans leur corde. Tu sais, exemple, vous avez un client qui arrive, mais moi, ils veulent un CRM ou un ERP ou développer une application mobile. Bon, mais c'est pas votre core. Fait que nous, on les achète, ces projets-là. Fait qu'on vous paye pour nous les envoyer. Fait que je dirais, c'est ça, c'est vraiment de pas tout avoir les œufs dans le même panier, puis heureusement, parce que, en tout cas, on pourra peut-être en parler un peu plus tard, mais on a certains canaux au fil des années, il y en a qui sont tombés à zéro du jour au lendemain, puis tout ça. Exact. Fait que là, c'est ça, l'idée aussi, c'est d'essayer de un peu tirer à gauche, à droite, prendre le plus d'opportunités possible, puis après ça, voir est-ce qu'il y en a qui vont un peu surgir d'elles-mêmes en étant plus positives ou plus efficaces que d'autres. Là. Je parle en termes d'opportunités d'affaires. Mettons, par exemple, le design web, c'est juste des petits projets moins rentable que, mettons, un ERP, que quand tu as trouvé 3 fournisseurs, ben c'est des projets peut-être à 600-700 000. Ouais, puis tu sais, ça a vraiment évolué parce qu'au départ, on pensait qu'on était vraiment plus adapté pour comme des solopreneurs ou des petites entreprises. Puis de fil en aiguille, on a vu que la moyenne entreprise, puis mettons la grande petite entreprise, on était vraiment un bon fit pour eux. Puis il y avait plusieurs budgets de 30-50 000 par année. Fait que ça, c'était vraiment bon pour nous. Puis là, justement, je rentre dans le un peu plus complexe là, avec B2B Quote, là, mais ça m'intéresse particulièrement. Comment vous avez fait pour trainer votre monde, que du jour au lendemain, vous partez d'une plateforme qui est un copier-coller de soumission-rénovation? Comment vous avez fait du jour au lendemain pour dire, vous allez qualifier des projets qu'on va mettre sur une plateforme puis qu'on va vendre? Tu sais, on s'entend, ça peut être plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de dollars pour l'entreprise qui achète le projet. Ouais. Donc, comment vous avez fait pour dire, on va vous montrer comment qualifier le monde, pour ça, quand ça va être bien qualifié, on va le vendre, il y a un système de priorisation en fonction des fournisseurs. Comment vous avez fait pour bâtir ça, votre équipe? Fait qu'au départ, ben, tu sais, la business, c'était moi. Fait qu'après ça, j'ai mon frère qui est venu m'aider pour aller prendre des fournisseurs maintenant que j'avais un peu comme la sauce secrète, si on veut. Puis moi, je suis allé chercher des projets. Ensuite de ça, ben, j'ai Francis Desrochers qui s'est joint à nous, qui, lui, avait un background marketing un peu plus technique que moi, si on veut. Fait que, tu sais, je veux dire, moi, je suis généraliste, je comprends, mais, tu sais, lui, il y en avait plus. Fait que c'est lui qui a commencé à qualifier, puis ensuite de ça, de fil en aiguille, c'est lui qui a formé les activateurs, tout ça. Puis tu sais, la réalité, c'est que même aujourd'hui,
On n'a pas toujours la réponse à tout. On ne sait pas exactement tout. On ne peut pas être des spécialistes dans tous les services. On en a environ une 60aine aujourd'hui. Fait que, tu sais, des applications mobiles au CRM, ERP, Ça peut être site complexe, web, marketing web. Puis juste marketing web, tu as comme 15 sous-catégories. Tu sais. Ouais. Fait qu'une des choses qu'on a beaucoup faites, c'est de sonder nos experts sur la plateforme. Puis qu'eux-mêmes nous aident. Même vous nous avez déjà rempli des sondages pour nous aider. Fait que, tu sais, Je vais même donner un training à ton équipe à un moment donné. bon, mais exactement. Fait que, tu sais, c'est de voir, bon, mais tu sais, le gaz, tel genre de projet, ça marche pas. Puis, tu sais, souvent, il y a des projets qu'on activait, puis encore aujourd'hui, ça l'arrive. On les active, on les envoie, puis on a des fournisseurs qui nous envoient un message de genre, non, je le veux pas, puis voici la raison pourquoi. Parce que le budget fait pas rapport à cause de quand il y a telle technologie avec telle chose, ça marche pas, il faut plutôt ça. Puis, fait que, tu sais, fait que nous, de notre côté, on continue tout le temps de dans le fond, devenir meilleur. Mais, tu sais, mets-toi à la place des business, des clients qui, eux, ont jamais fait ça de leur vie. Nous, on fait ça tous les jours, puis on en apprend tous les jours. Imagine, tu sais, l'entrepreneur qui doit faire son virage numérique, puis qui arrive sur le web, il est complètement vulnérable. Fait que c'est un peu pour ça qu'on est là. On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, puis vous abonner à notre infolette. On donne toujours du super bon contenu, pas de spam promis. On est également à la moitié du podcast, puis avec cette pause, je en profite pour vous inviter à aller visiter la plateforme Hello Darwin. Hello Darwin, comme on l'explique pendant le podcast, c'est une plateforme qui met en relation des entreprises en B2B, que ce soit du design web, la programmation web, ERP, applications mobiles, marketing web. On est fournisseur sur la plateforme depuis bientôt 5 ans. Dans le temps, comme on expliquait dans le podcast, dans le temps que c'était B2B Quote, aujourd'hui Hello Darwin, c'est une excellente source de revenus comme nous pour une agence. Puis c'est aussi un excellent moyen pour les clients qui cherchent des prestataires de services gratuitement pour avoir des soumissions. Bref, je vous encourage à aller voir leur plateforme. Vous allez vraiment adorer ça. Et on vous laisse avec la deuxième moitié du podcast à l'instant même. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que vous avez sondé vos clients. Puis souvent, je trouve que c'est quelque chose que les entreprises, de manière générale, ont beaucoup de difficultés de donner de la bonne... En fait, de prendre la rétroaction. Là, dans le fond, fallait que vous preniez 2 sortes de rétroaction. Celle des... En fait, c'est 2 fois B2B. C'était le B2B vos fournisseurs, puis B2B vos clients, en fait, qui sont l'entreprise finale, exemple, je sais pas moi, la Coop Montréal, whatever, que eux mettent un projet sur la plateforme B2B Quote à l'époque. Fait que là, vous aviez 2 sortes de rétroactions. On a toujours 2 sortes de rétroactions. C'est ça, ben, vous avez toujours 2 sortes. Fait que là, c'est que vous avez pris les deux, vous aviez 2 équipes qui manageaient séparément les fournisseurs et les clients. Au début, puis même encore maintenant, il y a plein de gens qui ont plein de chapeaux. Fait qu'on va en dire... puis je trouve avec du recul que quand des gens sont capables de travailler des 2 côtés, il y a une meilleure compréhension globale, puis ça fait encore plus de succès, autant pour le client que pour le fournisseur. Okay. Mais oui, on n'a pas le choix d'écouter les 2 côtés pour le succès de la plateforme. C'est ça un peu notre promesse. OK. Puis, justement, là, par rapport à ça, là, bon, ça a commencé B2B Quote, ça l'a évolué, vous avez vu dans le temps qu'il y avait des changements à apporter. L'entreprise a comme commencé à scaler pas mal dans les dernières années. Fait que, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui... On regarde le setup, c'est plus B2B Quote, ça s'appelle Hello Darwin. Tu sais, justement, peut-être m'expliquer un peu, c'était quoi le processus pour réfléchir à ça, vous amener vers une version plus améliorée de votre plateforme et votre image? En 2020, on a fait 3 accélérateurs. Enfin, les accélérateurs incubateurs, on voulant dire, tu sais, ils aident des startups à passer au prochain niveau, si on veut. Fait qu'on a fait Founder Fuel, qui est l'accélérateur de Real Ventures, qui est un fonds de capital de risque. On a fait NextAI de Next Canada, qui est pour l'intelligence artificielle, puis DMZ à Toronto, qui est un scale-up, c'est-à-dire pour aider à générer plus de ventes. Puis là-dedans, il y avait beaucoup de réflexions à, tu sais, what's your insight? Tu sais, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres, pour que les gens vous aiment, pourquoi est-ce que vous réussissez, tout ça. Puis le truc le plus important qui est ressorti, c'est d'avoir des humains dans l'équation. Fait que contrairement à d'autres plateformes que c'est plus de manière automatique, nous, systématiquement, toutes les personnes qui viennent déposer un projet sur la plateforme doivent parler à un expert chez nous. Fait qu'il n'y a aucun projet qu'on va activer, même qu'on va en refuser parce qu'ils ne sont pas assez qualifiés. Fait que le rôle de l'advisor ou de l'expert, c'est vraiment de s'asseoir avec le client, de prendre le temps, puis de dire, OK, bon, mais c'est ça que tu veux, est-ce que tu as pensé à ça, 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 est-ce que tu comprends que c'est ça que ça l'implique, est-ce que tu comprends que ton budget, ton timeline, tes requis techniques, etc. sont peut-être pas corrects, puis là, on va l'aider à naviguer là-dedans. On trouvait aussi que B2B Quote, c'était limitatif à Quote, qui est soumission. On voulait s'en aller de là pour être plus un outil, un accompagnateur technologique aussi, puis pas avoir de limitation. Fait que c'est pour cette raison-là, après plusieurs mois avec des agences marketing qui nous ont aidés pour le rebrand puis tout ça, qu'on est allé, au départ, on voulait Darwin. On aimait ça, l'évolution des entreprises, tout ça, puis ça nous rejoignait.
Mais darwin.com, .ca, .io, etc., c'était impossible à avoir. Il coûtait 400 000. Ouais, mais on a offert 100 000 US pour darwin.com, puis ils n'ont rien voulu savoir. Ils nous ont même pas daigné nous retourner rien. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de creuser les ménages un peu plus. Puis finalement, on aimait beaucoup Hello Darwin, parce que Hello, ça fait un rappel sur l'humain dans l'équation. Darwin, l'évolution des entreprises. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on est allé avec ça, puis ça a coûté 2000$ au lieu de 100 000. Ouais, ça c'est quand même à l'étape où vous étiez, c'est quand même un cost-friendly solution. Là. Exact. Puis est-ce que vous avez changé la plateforme aussi, justement? Est-ce que vous avez migré de genre un copy-paste de soumission à rénovation à évoluer vers une nouvelle tech? Puis ça aussi, tu sais, là, il y a des investisseurs qui sont rentrés en début d'année, puis ça, c'est une des choses aussi, tu sais, quand ils font la vérification diligente, j'essaie de trouver les mots en français. Due diligence, par exemple. Ben, une des choses qu'on regardait, c'est la tech, puis est-ce que ça t'appartient, puis est-ce que tu as la propriété intellectuelle, puis tout ça. Mais là, le fait qu'on était sur une plateforme maison qui n'était pas à nous, c'était quand même un problème. Puis aussi, ben, pour trouver des développeurs, ben, c'était comme une solution custom, c'était plus compliqué, etc. Fait que cette année, là, maintenant, c'est lancé, ça fait quelques mois, mais on a fait une migration complète vers une solution custom qui est à nous. Puis, est-ce que vous l'avez justement sourcé à travers vos fournisseurs? Comment vous avez fait? En fait, oui, puis il y a eu le front-end, on l'a fait à l'interne aussi. Fait on a donné, je sais pas si je peux name dropper des fournisseurs, là, mais on a eu une agence. Je vois pas de problème avec ça. Là, c'est pas encore assez mondial, ce podcast. Ah, c'est ça. Fait qu'on a Cloudraker qui nous a aidé avec tout ce qui est le branding. On a Field Office qui nous a aidé avec tout ce qui est le front-end, tout ça. Puis les deux sont fournisseurs sur la plateforme. Puis après ça, back-end, on l'a principalement fait à l'interne. Là. Ouais. Nice. Puis là, vous avez eu quand même une grosse année, là. En fait, je dirais même un gros 18 mois là, avec la pandémie. Ça a créé quand même de l'achalandage sur la plateforme, là, je présume, puisque les entreprises étaient en fait, découvraient de plus en plus le télétravail, puis les fournisseurs qui sont plus que juste à une porte à côté. Fait que là, ça a été une grosse année de croissance. Puis là, vous êtes allé chercher des investisseurs, des fournisseurs à l'extérieur. Fait que là, dans les 12 derniers mois, ça a été quoi les gros challenges, puis les trucs peut-être un petit peu plus difficiles que vous aviez pas prévus, qui vous a amené en fait à des conclusions, à réorienter des affaires? En fait, il y a eu énormément d'affaires. Là. C'est comme si on a eu 50 business en un an et demi ou les 2 dernières. Fait que la pandémie, les 2 premières semaines, silence radio, il n'y a plus rien qui arrive. Il n'y a plus aucune action sur la plateforme. On capote. Puis là, on se dit, ben là, sachant que tout le monde est un peu en mode panique, puis tout ça, tu sais, l'industrie du travel, leisure, tout le monde mettait leur monde dehors, tout ça. On s'est dit, bon, on va prendre le temps de passer plus de temps avec nos clients. On a plus de temps. Fait que regardons qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils ont de besoin? Puis même si on ne l'offre pas sur la plateforme, on va s'ajuster puis on va les aider. T'sais, notre mission, c'est d'aider les business. Fait que une des affaires qui s'est passée dès le début, c'était le programme du PACME, qui était les formations. Tous nos fournisseurs sont devenus des formateurs ou à peu près. Fait que ça l'a aidé. Du jour au lendemain. Oui, parce que tout le monde avait besoin du virage numérique en même temps. Là, tout le monde vendait. Ils ne voyaient pas nécessairement l'importance du web. Puis là, ben, c'est comme c'était plus important, c'était essentiel. J'avais vu un meme passer, vous l'avez sûrement vu, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui a forcé votre virage numérique? Est-ce que c'est votre CEO, c'est votre CTO ou c'est le COVID? C'est clair. En voulant dire, fait qu'après ça, ben, on a eu beaucoup de projets par rapport à ça. Une autre des choses qu'on s'est dit, c'est, bon, ben, vu qu'il y a des super bonnes ressources humaines là, qui se font mettre à pied, tout ça, ben, on va en profiter, puis on va payer sur le gaz au lieu du contraire, puis ça va être ça le bet, tu sais. Puis avec le capital qui arrivait. Fait que là, on s'est fait une grosse équipe qu'on a montée quand même assez rapidement. Autant au niveau de la tech, on n'avait jamais eu d'équipe technologique avant, mais là, il fallait changer de plateforme, tout ça. Un gros pari qu'on a fait, c'est aussi de la vente outbound, fait que de la vente, si on veut, externe. Là, fait que de se monter une équipe par rapport à ça, au niveau du marketing, au niveau des directeurs de compte, advisors, tout ça. Fait que oui, l'achalandage était plus là, mais on a tellement fait ça vite. Puis pour mettre en contexte, on a eu 2 millions en début d'année de capital de risque. C'est la Banque Royale puis Tactico, c'est deux VC qui sont rentrés dans la business. Fait qu'on avait aussi dans le fond, des attentes envers les investisseurs. Eux veulent pas que les sous restent dans le compte de banque. Là. Fait que c'est comme, voici les bêtes qu'on s'est entendues, puis go, puis let's go. Faut que ça dépense, faut que ça l'avance. Exactement. Fait qu'il y a plusieurs choses qui ont bien fonctionné. Fait que, comme le site, c'en est un bel exemple. Le rebrand aussi. On a fait un beau partenariat commercial avec RBC à travers le Canada. Puis maintenant, ils nous envoient des projets à travers le Canada, des fournisseurs aussi. Fait que ça, c'est génial. On a fait un beau partenariat avec l'AQT. Le virage numérique s'appelle Mon Commerce en ligne. Là, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent, ça peut être intéressant parce qu'ils donnent des audits gratuits / vraiment moins chers. Pour les détaillants, par contre, c'est vraiment ciblé aux détaillants pour les aider. Qui ont été plus affectés pendant la pandémie. Là.
Exactement. Fait qu'en tout cas, des super belles choses sont sorties de ça, mais le plus gros échec, si on veut, qu'on a eu au challenge, c'était de grossir la force de vente trop vite. Puis là, avec ça, on a brûlé beaucoup de sous rapidement. Puis ça l'a fait comme un effet domino sur tout le reste. Fait qu'avec du recul, c'est d'engager moins de managers, de le faire plus peut-être tranquillement, même si on a des attentes des investisseurs d'aller plus vite, d'aller peut-être un peu plus à notre rythme. Puis je pense que ça l'aurait pu il aurait pu rester plus de sous en ce moment pour faire d'autres investissements, mettons. Ah, c'est clair. C'est quoi, dans le fond, c'est que vous avez essayé de better le marché. Vous avez essayé de dire, bon, ben, on fait un bet pour les 3 prochaines années, puis on se met tout de suite en position de force dans le marché. Ben, on avait certaines personnes chez nous qui avaient déjà, qui faisaient déjà de la vente par LinkedIn, par télémarketing, par tout ça. Puis on a pris en fait le meilleur de cette gang-là, puis on a fait des benchmarks dessus. Fait qu'on s'est dit, si le monde peut à un moment donné arriver à ça ou à peu près, c'est comme ça qu'on le fait. Puis après ça, on s'est aperçu que, on est passé comme de 1 à 10 personnes qui vendaient du jour au lendemain. Puis on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs leviers là-dedans, que c'était pas comme une switch qu'on pouvait faire go. Puis que, lui, il y avait comme 15 sources différentes qu'il avait. Puis pour lui, c'était suffisant, mais à 10, ça fonctionnait pas. Fait que là, on avait des super belles projections. Sur Excel, tout marchait super bien. Mais puis là, après ça, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, là, on regarde. Là, il a fallu baisser 1 fois, 2 fois, 3 fois les objectifs jusqu'à temps qu'on voit que là, les gens qui vendent, non seulement ils payent pas pour leur salaire, encore moins pour les managers et les personnes qui les aident en haut. Ouais, fait qu'à un moment donné, il a fallu faire une grosse décision. Puis là, en avril, on brûlait comme 400 000 en 1 mois. Qui était vraiment énorme. Là, on a levé 2 millions, on peut pas brûler 400 000 par mois indéfiniment. Clairement pas. Fait qu'il a fallu faire une grosse coupe. Là, fait qu'on est passé comme de 43 à 23 personnes à ce moment-là. Puis là, ça a fait d'autres répercussions, mais fait que, le plus gros learning, c'est vraiment ça avec du recul. Là. Puis, tu sais, vois-tu, c'est drôle que tu dis ça parce que c'est un peu aussi le constat qu'on a fait chez Rablam, pas de brûler 400 000 par mois, mais justement, on a fait un gros bet d'embaucher plusieurs personnes, d'embaucher plusieurs personnes, puis de monter des gens en poste de management, puis là, on se retrouvait en position presque, je dirais pas 50-50, là, mais un bon presque 1 tiers, 2 tiers de managers. Ça faisait quand même beaucoup de gens. Puis là, il te manque comme d'exécutants. Tu te dis, hey, ces personnes-là, ils vont penser au processus, ils vont aider les gens, ils vont les former, ils vont les aider à s'adapter dans leur milieu de travail, à scaler. Mais il y a aussi du monde, il faut qu'ils fassent la job. Là. Exactement. Il faut qu'ils déploient les programmes, qu'ils aillent chercher des fournisseurs, qu'ils aillent chercher des clients. Fait que, c'est bien beau embaucher une structure puis créer l'organigramme parfait, mais après ça, tu as besoin de gens aussi qui sont là pour aider à faire avancer la machine. Vraiment. Puis un autre des takeaways, maintenant que tu le dis, on est allé chercher un ancien directeur des ventes chez Airbnb, une fille qui avait super bien fait chez Dialogue, une autre chez Gsoft, vraiment, sur papier, puis tout, c'était comme Top Gun. Exactement. Ouais. Mais, il avait un mindset puis il était habitué où est-ce qu'il y avait déjà des millions dans le compte. Ouais. Pas mal plus que 2, en voulant dire, Airbnb, Dialogue, Gsoft, etc. Puis ils sont dans un mode de différent, tandis que là, c'est comme si on n'avait pas encore la recette parfaite. Où on a des bouts de recettes, mais pas parfaites. Fait qu'il a fallu... Puis ceux qui ont eu le plus de succès avec nous, puis où est-ce que ça a le mieux fonctionné, c'est les plus juniors, qui n'avaient pas nécessairement de l'idée déjà faite, puis où est-ce que ça a bien fonctionné. Fait que... Mais ça fait partie du roller coaster. Ouais, exact. Mais c'est intéressant aussi, justement, ce takeaway-là de penser, en fait, aux gens qui ont peut-être un peu moins d'œillères puis de restrictions parce qu'ils disent, mettons, j'ai fait ça dans telle grande entreprise, puis voici la recette magique. Non, mais la recette magique, je l'ai pas. Tu l'as pas. Comme on a des parties, on a des ingrédients, mais peut-être qu'il en manque, puis tout est à essayer encore, tout ça. T'sais. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est ça le discours, je pense, que j'ai depuis plusieurs années avec Nick, là, quand justement, j'avais une rencontre avec tous nos managers juste avant d'enregistrer le podcast. Puis j'ai tout présenté, en fait, un genre de roadmap pour les démarrages de projets. Fait qu'une fois qu'on a acheté un projet sur Hello Darwin, une fois qu'on l'onboard, tout ce onboarding process-là a jamais été à 1 million % clair parce qu'on n'est pas une méga entreprise de 400 employés, que les processus sont rigides puis le bateau est difficile à tourner. Mais ça n'a jamais été parfaitement mappé. Puis là, on arrive finalement à la concrétisation après des années de travail, là, de finalement avoir un genre de process qui est somewhat clair. Mais ça fait des mois et des mois, c'est pas en années que je dis au monde, hey, la recette magique, on l'a pas.
le parcours parfait, on l'a pas. C'est comme en fait, tu construis l'avion en volant. Ouais. Tu construis l'avion, puis là, tu commences, ça fuit par ici, on va le réparer. Par là, il manque un bout d'aile, là, il manque un peu de fuel. Fait que c'est ça la difficulté. Tandis que si tu aurais créé une structure peut-être trop rigide, disant, ben, voici exactement qu'est-ce qu'il faut faire, ben là, ça mine peut-être un peu la créativité du monde qui peuvent t'amener ailleurs. Là. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Peut-être que avec les gens d'expérience qu'on avait, c'est des gens qui sont habitués de gauler des grandes équipes. Puis tout ça, mais moins nécessairement de le construire mettons, de A à C ou de A à F. Ouais, exact. C'est plus des F à Z, mettons. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais, puis tu sais, même les investisseurs étaient ultra excités. Là, moi, ça faisait 9 mois que je courais après le directeur des ventes d'Airbnb. J'étais tellement content. Puis j'étais là, ben, c'est malade, il l'a déjà fait. Puis j'ai Xerox avant. Puis là, je suis Retreats. Puis tout, ça va être malade. Puis finalement, ben, tu sais, s'il avait été avec nous pendant 1 an ou 2 à faire des ventes, puis à peut-être plus comprendre, puis tout ça, ben il y a des affaires peut-être qu'on aurait flagué, puis on aurait dit, oh non, ça se peut pas. Ou ça, soyons un peu plus conservateurs, ou etc. Fait que ça fait... c'est ça. Il aurait fallu lever une ronde de financement de 50 millions de dollars aux États-Unis avec TechCrunch, là, puis avoir infinite budget dans la Silicon Valley. Là. C'est ça. C'est la réalité de d'autres marchés. Là. Exact. Puis, c'est quoi l'avenir pour vous autres? Il y a eu comme une phase d'hyper-croissance, un genre de 12 à 43 personnes. Ouais. Là, on a pris un petit step back pour justement rentabiliser un peu plus à la profitabilité puis aller dans un marché que vous allez un peu plus en contrôle. Fait que, tu sais, justement, c'est quoi les prochaines étapes vers où vous en allez? Fait que je dirais, en ce moment, pour le prochain quart, c'est vraiment encore en mode consolidation. Fait que, tu sais, c'est de s'asseoir sur ce qu'on a, stabiliser, etc. Puis à partir de février, parce que nous aussi, on a décembre, janvier, que c'est des plus petits mois, mais je pense que pour tout le monde, en voulant dire... Ouais, dans le milieu de la business en général. C'est ça. Fait que décembre, c'est un demi-mois, janvier, c'est comme un 3/4 de mois, ou des fois, c'est un mois complet, ça dépend. Fait que c'est de consolider, puis ensuite de ça, de repartir en croissance à partir de février, puis de regarder après ça pour du financement plus vers l'été prochain. Avez-vous des gros chantiers technologiques ou des chantiers qui sont plus visibles par l'utilisateur ou par autant l'utilisateur fournisseur que l'utilisateur client? Pour la première fois depuis mai 2017 qu'on a commencé la business, on a une plateforme qu'on construit des features dessus. Okay. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas vraiment à nous, puis c'était un copier-coller. Après ça, là, pendant 1 an, c'était de la migrer, la plateforme, puis d'avoir notre technologie. Là, enfin, on construit des features dessus qui vont être, qui vont nous amener ailleurs. Fait que je pense que ça, c'est définitivement quelque chose dans les prochains mois, puis la prochaine année, là, qui va être génial à voir. Nice. Ben écoute, Mathieu, c'est tout le temps qu'on avait. On a fait un micro-podcast parce que tu dois aller chercher tes filles à la garderie. Ouais, c'est ça. Normalement, j'avais le temps, mais ma blonde est policière, puis là, elle a un petit call d'urgence, fait que c'est moi qu'il faut qu'il aille à soir. C'est la vie. On a fait un podcast un peu plus rapide en espérant que vous avez apprécié ça. Mathieu Plante, merci beaucoup d'avoir été là. Un grand plaisir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant que je fasse notre petit exit line? Je dirais, merci. Vos bureaux sont vraiment géniaux. Je sais pas si tu les avais déjà montrés dans le podcast. Non, parce qu'ils n'étaient pas vidéo. Exact. Je te suggère peut-être de faire un petit 1 minute ou 2 juste pour leur montrer. On a fait un très bon vidéo qu'une firme a fait. Je pense que c'est Moonshrunk. Production a fait un super beau tournage vidéo là, qu'on a mis sur les médias sociaux. C'est parce que tu vas pas sur Internet. Sur les bons médias sociaux, mais oui, on a fait de quoi de quand même pas pire qu'on a montré. Super, bon. Fait que allez voir ça, ça vaut la peine. C'est un méchant beau bureau. Puis sinon, j'ai bien hâte qu'on aille faire un peu de sim racing les trois. Ouais, avec grand plaisir. Mercredi soir, ce sera la course qui est diffusée sur YouTube en passant. On est des simulateurs, des sim racers professionnels diffusés sur YouTube. Professionnels, rien de moins. En live avec des commentateurs. Ouais. C'est quand même puis il y a même que la meilleure tranche sont eux ou les meilleurs dans notre ligue, ils passent à RDS. Exact. C'est quand même pas rien, ça c'est des grosses ligues. Mathieu Plante, merci beaucoup d'avoir été là. C'est ce qui met fin à notre podcast. Entre deux pubs, Mathieu Plante, propriétaire de Hello Darwin, l'histoire derrière Hello Darwin, comment trouver le bon partenaire de service. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez envie de nous suivre sur les médias sociaux, on est sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn, toutes les différentes plateformes. Et évidemment, on a aussi un podcast. Et il sort à peu près à toutes les 2 semaines quand on réussit à avoir un pace puis que Mathieu n'ait pas une xème non-disponibilité. Donc, on a un podcast à peu près aux 2 semaines. Puis sinon, on met beaucoup de contenu sur notre blog. On a des excellents articles. On a fait un gros boost au mois de septembre-octobre. Vous allez voir ça, des articles très techniques, poussés surtout en référencement organique. Si vous cherchez des techniques ou des trucs à travailler sur votre SEO, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, on vous remercie puis on vous dit à un prochain épisode pour Entre deux pubs.